pour évoquer la révolution, ou plutôt les révolutions de 17. Il ne faut pas confondre, il y en a deux. Une révolution bourgeoise ou socialiste et la révolution bolchevique. Ces deux révolutions, en dehors qu'elles soient filles de la révolution dite française, sont riches d'enseignements pour nous. Et il est bon, non pas de commémorer un triste événement, mais d'essayer, après de nombreuses lectures, en tirer les leçons. Et c'est le sens de ce que disait le patriarche Kirill il y a quelques jours, en disant d'abord que le peuple russe avait commis de nombreuses fautes, de nombreux péchés, et qu'il fallait graver ces événements dans la mémoire pour préserver l'avenir. Deux révolutions. Une bourgeoise. Alors, il y a différents livres qui viennent sortir sur le sujet. Je vous invite éventuellement à lire le livre du directeur de l'œuvre, de Loupan, sur la Révolution russe, ou alors, aux éditions des Sirtes, l'engagement militaire russe en 17. Ou alors, éventuellement aussi, les mémoires qui ont été présentées ici même du dernier aumônier général de l'armée tsariste. Que constate-t-on? Que la trahison était à tous les étages. Et il faut se rappeler précédemment, en 1905, les premiers soubresauts révolutionnaires, que l'intelligentsia s'était européanisée, mondialisée, comme dirait notre ami prétendant impétrant à les hautes fonctions, et ils ont abandonné, même dans la propre famille, Nicolas II. Lors de la révolution bolchevique, car les bolcheviks avaient une technique de prise de pouvoir que n'avaient pas les autres, quand Kerensky s'enfuit, était défendu à un moment par les cadets, les cadets lui disent qu'il était en train de partir à l'étranger, il faut lire ses mémoires. Les cadets lui disent, vous avez de la chance, vous mériteriez qu'on vous mette contre le mur. Je pense que j'en ai dit assez. À vous, cher ami. Merci. Bon, eh bien d'abord, bonsoir, mesdames, messieurs. Et rentrons dans le vif du sujet. Bon, il y a 100 ans qu'il y a eu deux événements intéressants dans un pays à l'époque appelé la Russie, et que ces événements n'ont pas fini de faire parler d'eux. Et à ce sujet, j'ai noté avec intérêt que la soirée de ce soir évoquait les révolutions de 1917. Alors je vous dirais que d'un point de vue technique, beaucoup d'historiens ne sont pas du tout d'accord, parce que pour eux, il y a bien eu une révolution en février ou en mars, selon le calendrier que vous prenez, le calendrier russe ou le calendrier grégorien. Et il y a eu quoi au fait? On a vu des foules dans les rues le 9 novembre 1917, pour prendre un des calendriers, à Pétrograd, que nenni. On a vu des hommes en armes, oui, ils étaient légitimement en armes, ils étaient tous militaires. De part et d'autre, disons, d'un côté, ils étaient nettement plus nombreux. Comment ça s'appelle ce genre de choses? Alors en France, on a quand même des points de repère. Je citerai par exemple le 18 Brumaire, autrement dit le 9 novembre 1799, ou bien le 2 décembre 1851. Là, c'est le neveu du précédent qui fait le coup d'État. Il y a eu donc en 1917 une révolution bourgeoise, comme il vient de vous être signalé, et il y a eu un coup d'État militaire, baptisé par ceux qui l'ont réalisé et perpétué durant 3 quarts de siècle, perpétué sous le nom de révolution, ce que cet événement n'était en aucun cas.
la révolution et le coup d'État. Il est extrêmement difficile, après 3/4 de siècle de mensonges repris par tous les organes bourgeois du monde entier, d'aller contre cette étiquette, mais il n'y a jamais eu de révolution en novembre 1917 à Pétrograd. Nom qui avait remplacé Saint-Pétersbourg et qui allait devenir, du fait de l'heureux auteur du coup d'État, qui allait devenir Leningrad. Bon, alors, nous sommes donc d'abord en 1914, une guerre mondiale éclate. La Russie immédiatement entre en guerre contre l'Allemagne. À ce moment-là, elle est dans une situation dangereuse. Pour la première fois depuis plusieurs années, il n'y a jamais eu autant de grévistes dans le pays. Les différents mouvements révolutionnaires sont très très actifs, que ce soit les socialistes révolutionnaires, les anarchistes, les bolcheviks, etc., font de plus en plus parler d'eux. C'est à ce moment-là que la Russie entre en guerre en faveur d'un pays tiers, qui est ici très connu puisqu'il s'agit de la France. La Russie entre en guerre. Mais si elle se contentait de faire ça, non, au même moment, elle entre en guerre à cause d'un pays tiers appelé la Serbie, avec l'Empire d'Autriche-Hongrie. Voilà qui nous fait déjà 2 fronts. C'était déjà beaucoup par rapport aux autres. Les Anglais, les Belges, les Français se battaient contre un seul ennemi, l'Allemagne, hein, je le signale. Bon, voilà. Par la suite, l'Italie se battra uniquement contre l'Empire d'Autriche-Hongrie. Bon, pour l'instant, nous voyons déjà la Russie avec 2 ennemis. Et en novembre 1914, peu de temps après, la voilà qui se bat sur 3 fronts. La Turquie est entrée en guerre. Et immédiatement, à l'extrémité orientale de la Turquie, il y a l'armée russe qui participe au combat contre la Turquie. Voilà. Donc 3 fronts pour l'empire de Nicolas II. Ça fait quand même beaucoup quand on y réfléchit. D'ailleurs, le chiffre des pertes russes dès 1914 accuse le coup. Alors vous allez me dire, alors qu'est-ce qui s'est passé au moment de la déclaration de guerre? Ah bien, c'est bien simple, unanimisme total des différents partis, des différentes factions et de la population, soutien derrière le tsar et derrière la lutte anti-germanique. Parfait, parfait. Unanimisme. Mais vous allez me dire, et les révolutionnaires? Ben, les socialistes révolutionnaires, ils sont pour la guerre, les anards, en tout cas, ils se taisent, donc ils deviennent pour, que ça leur plaise ou non, ceux qui se taisent ont toujours tort. Et les bolcheviks? Eh bien, il y avait des députés bolcheviks, il y avait des conseillers municipaux bolcheviks dans pas mal de grandes villes. Tous, unanimement, saluent l'entrée en guerre de la Russie. Là-bas, quelque part en Pologne, il y a quelqu'un qui voudrait peut-être dire le contraire, mais comme il a ses ennuis très sérieux avec le pays où s'est réfugié, l'Autriche-Hongrie, il est sujet russe. Il doit donc automatiquement, selon les coutumes de l'époque, déjà très répandues, être mis dans un camp de concentration en attendant la fin des hostilités. Non, parce que le préfet de police et le ministère de l'Intérieur de la capitale autrichienne jugent que ça peut être intéressant, ce personnage, le nommé Ulyanov, dit Lénine, et il est autorisé à partir en Suisse. Donc, à ce moment-là, il n'a pas pu prendre position pour ou contre la guerre, puisqu'il avait de très sérieux ennuis personnels. Il lui a fallu d'urgence retrouver un point de chute, etc., etc. Heureusement que sa femme avait un bel héritage, etc. Mais enfin, je ne vais pas entrer dans les détails, ce n'est pas le sujet. Bon, donc unanimisme. Là-dessus, les mois s'écoulent, je vous l'ai dit, il y a 3 fronts. Les pertes commencent à augmenter, les inévitables répercussions d'une guerre se produisent, et à partir de 1915, les pertes augmentent, il y a des offensives, des contre-offensives, après une entrée en campagne heureuse en Prusse orientale contre l'ennemi principal, eh bien, il y a des problèmes divers et variés qui font qu'il va y avoir des changements totaux de front pour la Russie dans un pays, la Pologne, qui à l'époque n'existait pas, qui pose de certains problèmes. Des généraux russes seront plus ou moins heureux, certains seront heureux
d'autres moins, la guerre commence à se perpétuer avec les inévitables restrictions diverses qui la concernent et l'opinion commence à se muer, notamment chez les aventuriers de certains pays démocratiques qui voient avec intérêt les événements et qui se disent « mais si le tsar n'a pas un résultat bientôt, il est clair que d'après les premiers signes qu'on voit, il va y avoir des changements dans l'opinion publique. Et si on en profitait pour devenir, qui sait, pour certains, alliés par le sang à la maison impériale, tel ou tel grand-duc, par exemple, mais je ne rentrerai pas dans les détails, se prend à rêver, tel chef de parti, tiens, j'en nommerai un au hasard, un certain Alexandre Kerensky, se mettent à se dire, mais la guerre a l'air de s'enliser. En 1915, il y a eu des offensives heureuses dans un sens, mais il y a eu des contre-attaques austro-hongroises, allemandes, qui ont été heureuses, mais les Turcs sont plus coriaces que nous le pensions, etc. Mais si. Mais ces gens-là, qui leur mettaient des idées de ce genre dans la tête? Mais voyons, toutes les ambassades occidentales, à commencer par l'allié français, à commencer par l'allié anglais, le futur belligérant américain, qui est à l'écoute et qui lui aussi reçoit beaucoup. Et pourquoi? Ah ben pourquoi? Pourquoi les Occidentaux prennent systématiquement, dès la fin 1914, une attitude hostile au tsar de Russie et à son gouvernement? Intéressant, non? Eh bien, il y a un effet turc qui a joué. Cet effet turc est remarquablement simple. C'est que la Turquie a une capitale, Istanbul, qui s'appelait autrefois Constantinople, et qui, figurez-vous, en 1914, était peuplée de 90% de sujets chrétiens, et qu'il y avait plusieurs millions de chrétiens dans la partie occidentale de la Turquie. Ces détails historiques ont été oubliés au moment où un certain monsieur Erdogan fait partie de lui, se prenant pour un nouveau commandeur des croyants. C'est intéressant quand même de les rappeler. Bon, alors, si la Russie est directement en contact avec les Turcs, les Alliés trouvent ça inquiétant parce que pour eux, si les Russes sont vainqueurs contre la Turquie, ça finit par faire que la victoire occidentale pendant la guerre de Crimée, faite au secours de la Turquie, je le rappelle, soldats anglais et français sont morts pour les beaux yeux du califat et pour les beaux yeux de la religion musulmane, si j'ose m'exprimer ainsi. Et pas par anticipation, croyez-moi, Sébastopol, etc. Bon, donc, les Occidentaux ont peur de voir les bénéfices de la guerre de Crimée. Ils se croient maintenant très bien vus dans le monde musulman, vont être balayés par les Russes si par extraordinaire la Turquie redevenait une puissance chrétienne, ce qui était démographiquement possible à l'époque. Donc, ambassadeur de France, malgré ses convictions personnelles, c'était quelqu'un de très au courant de l'affaire de Russie, mais il recevait de son gouvernement des ordres bien précis auxquels il était obligé d'obéir. Il l'a écrit, il a laissé ses mémoires, mais je ne me perdrai pas dans les détails. Mais l'ambassadeur de Russie, l'ambassadeur d'Amérique, d'autres puissances inféodées à l'univers anglo-saxon sont très actives auprès des ambitieux Russes tels que les Kerensky, tel ou tel grand-duc, telle ou telle famille avec beaucoup de titres, etc., tel petit politicien démocrate, mais plus ambitieux que les forces de son parti, etc. Donc, ils y travaillent activement, ils contactent également les éléments révolutionnaires, comme les terroristes socialistes révolutionnaires. Ils préparent, en fait, la chute du tsar. Pourquoi ? Parce qu'ils considèrent que la monarchie est discréditée. L'argent des puissances occidentales y a contribué. On parle beaucoup d'un certain Raspoutine.
Raspoutine était très bien vu de la tsarine en particulier. La tsarine a un fils qui a une maladie qu'arrive à soigner le thaumaturge qu'est Raspoutine réellement, d'après tous les témoignages que nous avons. Bon. Mais ce n'est pas tellement ça qui déplaît aux diplomates occidentaux qui ont leur service de renseignement. Raspoutine est d'origine paysanne et il a un fond pacifiste. Est-ce vrai, est-ce faux? Il semble qu'il y ait une base de vérité là-dessus. Il conseille plutôt d'arrêter la guerre le plus vite possible parce qu'elle commence à s'éterniser. Ça ne plaît pas. Un aristocrate dégénéré qui après vivra toute sa vie en publiant des livres sur la manière dont il a tué Raspoutine, fait le sale boulot. Les ambassades occidentales informées par l'individu, il l'écrit en toutes lettres dans ses multiples livres, que ce soit la version anglaise, que ce soit la version française, allemande et autres. Il l'écrit en toutes lettres. Ça a été une véritable boucherie que la mort de Raspoutine, si vous êtes vaguement au courant. Bon, en attendant, Raspoutine est assassiné et ça éclabousse la maison impériale encore plus que de son vivant. Pourquoi? Parce que la tsarine, ce n'est un mystère pour personne, est d'origine allemande. Elle a toujours eu une attitude très patriotique. On peut l'incriminer en rien du tout, mais on essaie de jouer sur les rapports avec Raspoutine. Elle doit être un agent de l'Allemagne, la tsarine, puisqu'il y avait Raspoutine. Que Raspoutine devait être en rapport plus ou moins avec un banquier soupçonné, un banquier de Pétrograd, c'était le nouveau nom de Saint-Pétersbourg pendant la guerre, un banquier de Pétrograd qui aurait eu, ça n'a jamais été prouvé, des accointances avec les Allemands et ainsi de suite. Tout ça, tous ces ragots sont soigneusement répercutés dans la presse occidentale par les alliés de la Russie, n'est-ce pas charmant? Ce que j'ai vu d'ailleurs de plus extraordinaire dans le domaine, c'est un organe que je garde précieusement, de langue française, en Suisse de langue française, et qui avait été fait par le deuxième bureau. Ça se voyait rien qu'aux expressions typiquement du jargon militaire de l'armée française à cette époque, où on disait « il n'y a que des traîtres au service de l'Allemagne dans l'armée russe ». La preuve, il s'appelle von ceci, il s'appelle von cela, il s'agissait des barons baltes. Effectivement, les barons baltes étaient très souvent officiers, et ils étaient des officiers qui servaient dans l'armée russe. Bon, et depuis des siècles. Et donc, ils étaient censés être tous des traîtres, et le gouvernement russe était accusé de haute trahison envers son pays pour ne pas avoir éliminé les barons baltes. Pendant toute la Première Guerre mondiale, tant que les autorités légales ont gardé le contrôle de la situation, il n'y a eu que 2 arrestations, suivies de condamnations à mort d'officiers supérieurs russes. Les 2 étaient, c'est triste à dire pour l'écrasante majorité de la population, russes, pas barons baltes, mais les barons baltes se considéraient à juste titre comme des Russes, de nationalité et de cœur. Eh bien, il n'y a eu que 2 traîtres qui ont d'ailleurs été exécutés, dont un à un très haut niveau. Bon. On n'a jamais pu arrêter un seul baron balte servant dans l'armée russe pour trahison, parce qu'aucun n'a jamais trahi. Mais le deuxième bureau français faisait publier en Suisse, dans les cantons de langue française, des textes disant que tous les barons baltes étaient des traîtres. Curieuse attitude de la part d'un allié. Tiens, par exemple, il y avait un Trotsky qui s'intéressait à Paris, qui était journaliste à Paris, et qui avait déjà des opinions pacifistes, c'est-à-dire de haute trahison, très marquées à l'époque. Il obtient sa carte de journaliste accrédité à Paris sans le moindre problème. Il écrit des articles dans des journaux à tendance pacifiste, c'est-à-dire de démoralisation non dissimulée en plein Paris. Il n'a pas le moindre ennui avec la police française. Non mais comme c'est curieux, comme c'est étrange. Bon, alors je pourrais multiplier les exemples. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'à Paris, on se défie de l'allié russe. Et on n'hésite pas à faire certains coups bas. On déstabilise la famille impériale, mais on me dirait que les Français peuvent se faire pardonner.
À Paris, on peut se faire pardonner. Les Anglais font la même chose. Les Américains font la même chose. Pourquoi se gêner? Et puis, non, la guerre de Crimée, il ne faut pas que ces résultats soient annulés. Trop de soldats anglais, trop de soldats français sont morts. On tentera de prendre Constantinople, excusez-moi, Istanbul, avant l'armée russe, puisqu'il y aura la fameuse expédition de Gallipoli, qui sera un épouvantable désastre, à quelques kilomètres d'Istanbul. Français, anglais, soldats de l'Empire anglais, Australiens, Néo-Zélandais, Canadiens, etc., se feront massacrer en pure perte, en quantité fantastique, autant par maladie que par les tirs des Turcs, qui n'étaient pas la meilleure armée du monde à l'époque, je vous le dis tout de suite. Bon, d'accord, il y avait des conseillers militaires allemands, mais ça ne suffisait pas. Ce sera un épouvantable désastre. Il fallait à tout prix, alors que ce n'était pas ça le front important. Le front important, c'était le front de France. C'est là où il fallait gagner la guerre, pour éviter des pertes en vie humaine fantastiques. Vous savez qu'après 15, il y aura 16. Et vous savez ce que ça signifie à Verdun. Non, il fallait prendre Istanbul pour sauver ça à l'univers musulman. Eh bien, bravo. Eh bien, ce calcul s'est terminé par une épouvantable catastrophe sur laquelle le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a été très discret en France et en Angleterre en 2015, quand ça a été le centenaire. Il y a des choses qui ne sont pas avouables, notamment sur le sort des soldats français sur ce front, dont la quasi-totalité sont plus morts de maladie que par les exploits des tireurs d'élite turcs. Bon, mais passons. Donc, il y a vraiment un complot. Oui, ils n'ont pas, ah oui, le complotisme. Mais les ambassades étrangères à Pétrograd ne travaillent pas à ciel ouvert. Mais vous allez me dire, mais tout ça, mais c'est bien beau, mais quel effet ça a sur les Russes? Ah, mais ça a un effet certain. De plus en plus, ceux qui contestent la famille impériale et le gouvernement impérial s'enhardissent. De plus en plus, ils rêvent, eh bien, c'est eux les défaitistes. Ils rêvent qu'une grande défaite se produise et qu'à ce moment-là, le sort de la famille impériale sera joué dans le peuple. Alors, le temps passe, mais il y a des gens qui travaillent aussi sérieusement dans l'autre sens que les ambassades occidentales, mais avec des moyens peut-être plus rationnels d'un point de vue espionnage et contre-espionnage. Il y a des gens à Berlin qui travaillent sérieusement, d'autant plus qu'ils sont bien conseillés. Ils sont conseillés par un Russe qui porte un surnom latin, Parvus, le petit, alors qu'il a une taille éléphantesque. Il s'appelle Elfan de son vrai nom. C'est un juif ukrainien qui a immigré en Allemagne, en Suisse d'abord, et puis après en Allemagne, qui y a été très bien reçu, et qui est devenu un des principaux conseillers du Parti social-démocrate allemand. Parvus, de son vrai nom Elfand. Il devient plus patriote que les Allemands. Il est chargé de s'occuper de ce qui se passe en Turquie, d'abord, par le gouvernement impérial allemand. Il remplit sa mission qui porte sur des trafics d'armes avec succès. Il revient, et puis en Russie, il a très bien connu les bolcheviks, les socialistes révolutionnaires et autres. Il connaît toute la faune. Il en parle à Berlin, à des agents du ministère des Affaires étrangères, et il finit par susciter leur intérêt. Il dit les mieux organisés, les plus combatifs, ceux qui ont le plus un esprit de guerre civile et qui ont déjà une certaine pratique des armes, ce sont les bolcheviks, qui sont dirigés par Lénine. Lénine est le tsarisme, mais il est, au-delà du tsarisme, la Russie. Il est d'une famille, d'ailleurs, qui est en partie d'origine germanique. Bon, c'est bon à savoir. Et puis, ainsi de suite, etc. Il attire l'attention sur Lénine, qu'il a connu. Voilà. Alors, il attire l'attention également sur Trotsky. Mais Trotsky a eu quelques ennuis, finalement. Et à l'époque, il y a déjà un océan qui le sépare de l'Europe. Donc il est difficile à contacter. Donc la chance va tomber sur Lénine. Il dit, soutenons les bolcheviks, dirigés par Lénine. Lénine est en Europe, il est en liberté en Suisse, mais il a besoin d'argent pour faire passer de la propagande pacifiste, pour soutenir ces éléments paramilitaires qui attendent de passer à l'occasion, et surtout pour frapper à
Pétrograd. À Pétrograd. Et il a des cibles à Pétrograd. Où sont les bastions bolcheviques dans le syndicalisme russe, parmi les ouvriers russes? Où sont-ils? Ils sont à Pétrograd, qui est une grande ville industrielle. Il y a notamment des usines qui devraient intéresser les Allemands. Par exemple, il y a Poutilov. Alors Poutilov, quand vous avez entendu parler de Renault, dans l'histoire de l'automobile française, vous tiquez immédiatement. Mais ça s'appelait comment? Poutilov, Renault. Parce que Renault, il y avait des intérêts, et Poutilov, le patron de l'usine Poutilov-Renault, était en étroite coopération avec l'usine Renault, en matériel de guerre, malgré les difficultés de communication, comme en automobile, etc., et même en matériel ferroviaire. Bon, donc c'est une cible privilégiée parce que le pire ennemi de l'Allemagne est représenté en Russie dans le matériel de guerre. Ça ne plaît pas beaucoup aux gens de Berlin qui veulent donner une leçon aux Français. Alors il y aura plusieurs tentatives. Il y aura une tentative dès la fin 1915 qui échouera lamentablement. Il y aura une tentative début 1916 qui échouera également. Mais ce coup-là, on tuera et on blessera grièvement des ingénieurs français et des contremaîtres français. Tiens, ça commence à montrer le bout de l'oreille. Il ne s'agit pas de règlement de compte par des damnés de la terre qui veulent des augmentations de salaire, comme ça avait été masqué en fin 1915. Il s'agit vraiment d'une opération politique qui doit influer sur le cours de la guerre mondiale. Et ça continue, et il y a différentes choses qui se font. Il y a une nouvelle répétition tout début 17, qui est également sanglante, mais l'étincelle ne prend pas. Alors, Parvus n'arrête pas de dire « Ah, ce Lénine, il va être merveilleux avec ses agents en Russie ». Les Allemands commencent à être sceptiques et disent « On va tenter une dernière chose, mais si ça ne marche pas, on laisse tomber ». Et à ce moment-là, un miracle météorologique. Il se produit l'un des pires hivers, j'allais dire du siècle. Non, pas du siècle parce qu'il n'avait que 14 ans, mais depuis de très nombreuses années en Russie, qui fusille le matériel ferroviaire. Tout ce qui peut geler, mais vraiment tout ce qui peut le geler, bien que protégé, paralysé. 32 000 wagons ne peuvent plus circuler. Il n'y a plus un train qui amène de ravitaillement à Pétrograd. Et alors là, eh bien, peut-être même sans véritable intervention directe étrangère à l'époque, hormis les instigations des ambassades occidentales aux ambitieux, ça seront les seuls, tout se déclenche spontanément. Les usines, Poutilov se met en grève, de toute façon, elles ne fonctionnaient pas à cause du froid, donc ça ne dérange personne, mais c'était une revanche symbolique. Et puis, d'autres choses se produisent. Au bout de quelques jours, qu'est-ce qui se passe? Les boulangeries sont pillées. Les boulangeries sont pillées, vandalisées, etc. Des boulangers résistent les armes à la main. Il y a des tués. Ça recommence sur plusieurs jours. Et finalement, le gouverneur militaire de Pétrograd prend ses responsabilités. Il envoie des forces spéciales de police et il envoie un régiment, le régiment de Volhynie, tel était son nom, pour rétablir l'ordre. Alors que se passe-t-il au moment où les soldats, au moment où les policiers commencent à disperser la foule très violemment? Les soldats du régiment de Volhynie, au lieu de prêter main forte aux policiers, tirent sur la police et abattent de nombreux policiers, qui a plusieurs dizaines de morts, 35 au premier bilan. Ça commence à tourner mal. Et puis le lendemain, les troubles continuent. Le surlendemain, les troubles continuent. Et nous arrivons au mois de mars, selon notre calendrier, 7, 8, 9 mars. Nous assistons à la décomposition militaire à Pétrograd. Pourquoi ? Pour deux raisons. Il y avait ce qu'on appelait en Russie les halogènes par rapport à la population russe normale. Chez les halogènes, il y avait par exemple les Baltes.
estonien, lituanien, lettonien, qui étaient plus ou moins fiables, étant donné l'histoire agitée des États baltes, ou qui étaient considérés comme plus ou moins fiables, à juste titre d'ailleurs, parce que les bolcheviks étaient très développés dans au moins 2 des 3 États baltes. Donc on pouvait se poser des questions sur les soldats des États baltes. Alors ces éléments étaient mis à l'arrière parce qu'on ne les jugeait pas assez combatifs au front. Seulement, à l'arrière, ils ne souhaitaient pas revenir au front. Et donc, ils se disent, tiens, il se passe des événements intéressants. Alors, attendons qu'on fasse appel à nous. Le drame veut qu'on fasse appel au régiment halogène. Naturellement, ils fraternisent avec les émeutiers et avec l'extrême gauche qui a incité à l'émeute, justifiée au départ uniquement par des problèmes de ravitaillement. D'un seul coup, tout se politise et en même temps, toute l'intelligentsia bourgeoise se met à se mêler d'un phénomène dont elle comprendra trop tard qu'elle ne tient pas les rênes et à dire mais c'est parce que le tsar est à la Stavka, au grand état-major loin de Moscou, il ne fait pas son travail de chef d'État, il se prend pour un chef de guerre, enfin tous les ragots possibles et imaginables circulent, et puis la tsarine est un agent allemand, heureusement que pour Raspoutine c'est fini, mais il doit y en avoir encore d'autres, tout ça s'additionne au mécontentement provoqué par la famine, et que se produit-il? Avec une vitesse foudroyante, la famille impériale est abattue, le tsar abdique. Il n'a même pas besoin d'être déposé, il abdique sous la pression. L'effet est encore plus fort. Et nous sommes vers le 10 mars 1917. Calendrier, je répète, européen, pas russe. Voilà. Alors donc, la première révolution est jouée. Jouée, il y a des gens qui ne pensent pas tout à fait la même chose. Il y en a un qui est en train de ronger son frein. Quelque part en Suisse, il y pense beaucoup. Il voudrait rentrer dans son pays. Simplement, il est dans un pays russe et les nationalités, il est dans un pays neutre, la Suisse, et les nationalités russes. Il ne peut pas transiter par la Russie si la Russie ne veut pas. Si l'Allemagne ne veut pas. Parvus fait son boulot, il obtient un visa spécial au travers de l'Allemagne pour le camarade Lénine. Il reste à ce qu'il sorte, ça va être très difficile, on va y perdre des semaines, mais enfin, il va pouvoir transiter dans le fameux wagon plombé, les plombs ne concernaient nullement Lénine, mais ceci est une autre histoire, et il arrive encore à temps pour essayer de jouer un rôle. Il y en a un autre qui ronge son frein à New York, qui fera tout pour revenir. Malheureusement pour lui, il parle beaucoup de trop, et il a pris le bateau, avec un visant en bonne et due forme par les Américains, mais il sème de l'agitation sur le bateau. Le bateau est britannique, a une escale au Canada, possession britannique. Il y a un rapport qui est fait à la police par le commissaire de bord, hop, et il sera mis à l'ombre dans un camp pour y réfléchir aux inconvénients de parler trop tôt. Donc ça le fera arriver très tard sur place. Et c'est pour ça qu'il ratera le coche pour le second acte. Le second acte sera le coup d'État bolchevique. En attendant, qui prend le pouvoir? Alexandre Kerensky. Tiens, une famille d'enseignants et de magistrats. Tiens, à propos, la famille de Lénine, qu'est-ce que c'était? Tiens, mais son père, le père de Lénine, Ulyanov, était inspecteur d'académie, ce qui conférait, suivant le système des grades russes, automatiquement la noblesse. Et d'ailleurs, Lénine était très fier de sa noblesse. Toute sa vie, jusqu'à sa mort, il avait une carte de visite signalant son grade dans la noblesse. Je referme la parenthèse. Donc, Kerensky, c'est pas un inconnu pour la famille Ulyanov. Il connaît depuis son enfance Ulyanov. Peut-être qu'il a été infecté par lui. Peut-être qu'avec lui, il a trop rêvé. En tout cas, il rêve tellement qu'il se voit pratiquement devenir le chef de la révolution bourgeoise. Il l'est, mais il est social-démocrate en fait. Et il ne prend pas... La police secrète a subsisté, contrairement à ce qu'on croit, la fameuse Okhrana. Elle a fait un rapport sur les bolcheviks.
où elle signale les contacts des agents allemands à Petrograd, réels ceux-là, avec les bolcheviks. Kerensky, qui trouve Lénine très sympathique, c'est un camarade d'adolescence, d'enfance, hein, de la famille des enseignants de haut grade, eh bien, il enterre tous les rapports. Aucun ne sera utilisé par le ministère de la Justice. Kerensky, dans un premier temps, d'ailleurs, a été ministre de la Justice, hein, avant de monter beaucoup plus haut. Donc la répression nécessaire n'est pas faite. On néglige de réprimer les bolcheviks. Bon, voilà. Ça, c'est la faute de Kerensky, qui a des affinités socialistes avec le socialiste marxiste. Les sociodémocrates sont des socialistes marxistes, hein, on l'oublie souvent. Même notre parti socialiste, qui a une référence à Karl Marx dans le préambule de ses statuts. Demandez à M. Hollande, il ne me contrariera pas. Bon. Donc, ils ont des affinités, du moins le croit-il. Kerensky joue un rôle important. Il y a des dirigeants bourgeois, comme le prince Lvov, qui est le principal successeur du tsar, si vous voulez, en quelque sorte, mais qui est en dessous de tout. Il y a trop d'intrigues dans la famille proche du tsar. Tout le monde se marche sur les pieds. Les différents grands-ducs qui continueront dans l'immigration blanche, hein, en plein Paris, par la suite, dans les années 20 et 30. Bon, tout cela est très confus, et les seuls qui sont logiques, ce sont même pas les socialistes révolutionnaires, ce sont les bolcheviks. Les bolcheviks disent une chose unique, le pain, la paix, le pain, la paix. On se dissocie des puissances occidentales. Tous les autres, y compris les socialistes révolutionnaires, qui sont au moins des terroristes aussi émérites que les bolcheviks, tous sont pour la continuation de la guerre aux côtés des puissances occidentales qui ont aidé à ce que le régime tsariste s'effondre. Ils ont la reconnaissance du ventre et donc ils veulent continuer la guerre. Sauf que les différentes offensives de l'armée russe connaissent des sorts très variables. Certaines campagnes sont assez lamentables, d'autres sont honorables, tout ceci est raconté récemment, mais ce n'est pas ce qu'attendent les Français, ce n'est pas ce qu'attendent les Britanniques qui ont des pertes épouvantables sur le front de France. Ils attendaient mieux que ça. Ils attendaient des résultats au moins aussi égaux qu'à ceux de l'armée tsariste. Mais l'armée tsariste est fichue parce qu'il y a eu le prikaz numéro 1 dès le début de la révolution bourgeoise. Cela veut dire que des soviets, des conseils de soldats sont constitués dans l'armée et dans les usines, des conseils d'ouvriers. Donc, autrement dit, il n'y a plus de discipline. C'est fini, ça se répète. Des unités se font tuer bravement, d'autres ne sortent pas de la tranchée quand on leur donne l'ordre. Donc ça donne une armée, à tout le moins, malgré l'héroïsme de certains corps, diminuée à cause de la propagande pacifiste qui se répand chez des soldats en guerre. C'est jamais à recommander. Bon. Alors nous avancons, les semaines, les mois avancent. Un général de droite veut rectifier la situation et mettre à bas les nouvelles autorités qui s'avèrent incapables de connaître une guerre valable, et même incapable éventuellement de faire payer la paix très chère aux Allemands, dont c'est l'intérêt de ne plus combattre que sur un seul front. Il fait son coup de force, qui échoue. Les bolcheviks sont parmi les plus actifs dans le rejet des troupes de ce général insurgé. Ils se distinguent et puis ils s'organisent. Ils s'organisent comment? Ils s'organisent chez les Baltes, qui sont militaires à Petrograd. Ils s'organisent dans les troupes qui sont là. Ils s'organisent dans des formations qui, de paramilitaires, sont rentrées dans l'armée par le biais des soviets. Tous les bolcheviks ont un uniforme maintenant et sont soldats réguliers de telle ou telle année. Il a suffi qu'ils rentrent, on leur a pas demandé qui ils étaient, on était déjà fous de joie qu'ils sachent manipuler un fusil. Et dans il y a 400 000, je dis bien, tenez-vous bien, 400 000 soviets militaires dans la Russie de l'époque. C'est le chiffre officiel des historiens soviétiques et c'était le chiffre officiel de ce qui restait de l'Okhrana. Bon, comment voulez-vous contrôler 400 000 militaires pour qui déjà un adjudant est un individu suspect de tsarisme ou même un simple caporal? Bon, alors voilà où nous en sommes. Alors nous en sommes et il y a des gens qui pensent. Et c'est l'épisode oublié, et je vais vous laisser la parole, c'est l'épisode oublié du coup d'État
car c'est un coup d'État, il n'y a pas eu la moindre foule dans la rue, qui se termine le 9 novembre 1917, selon notre calendrier. Que se passe-t-il à ce moment-là? Eh bien, les bolcheviks qui sont fin prêts, avec un Lénine qui est revenu, qui déborde de vitalité, qui est content de voir que le concurrent Trotsky est arrivé trop tard, et qui se dit « tout est pour moi, je donne le signal, je reviens de Finlande où je me cachais pour échapper à une arrestation éventuelle pour haute trahison au profit de l'Allemagne, puisqu'ils ont les preuves que j'ai été payé par les Allemands. » Eh bien, il est revenu de Finlande, tout est prêt, et puis là, il y a quelqu'un dans l'ombre qui travaille à le faire échouer. Mais ce faisant, il condamne à mort le complot. Qui est cet individu? Eh bien oui, le camarade Trotsky, qui est revenu trop tard. Il a eu plusieurs mois de décalage sur son retour. Alors il a beau être allé au grand cirque de la ville, d'avoir fait toute l'agitation qu'il a voulu, il n'a pas pu rattraper sur son retard sur Lénine. Il n'a pas assez de troupes, mais il a quand même de l'influence sur une partie de la police, de la nouvelle police, et sur certains soviets. Et il décide de lancer son coup de force le même jour que Lénine. Car comme il est au bureau politique, il a appris le mot d'ordre, la date et l'heure. Et lui, silencieusement, il prépare son coup. D'où un magnifique cafouillage auquel les historiens n'ont rien compris du tout entre bolcheviks et qui a failli faire foirer le coup d'État, malgré le fait que les forces de Kerensky se sont effondrées. Les seuls qui ont résisté les armes à la main étaient des cadets au sens militaire du mot, pas cadets au sens russe de l'époque, qui étaient les constitutionnels démocrates, un des partis qui croyaient que la démocratie bourgeoise était en train de prospérer. Non, il y avait des cadets, c'est-à-dire des élèves officiers, qui avaient à peine appris à se servir d'un fusil, et des femmes soldats. C'est les seuls qui ont résisté, les armes à la main, aux bolcheviks. Voilà. À la grande honte de toute la démocratie bourgeoise qui s'est effondrée comme un château de cartes. À propos, il y a Alexandre Kerensky qui s'est aperçu que l'ami Lénine n'avait pas joué le jeu. Oh ben c'est très simple, il est allé à l'ambassade qui avait le plus travaillé pour faire chuter le tsar, pour des raisons bien précises, sur lesquelles je vous dirai peut-être un mot à l'occasion de vos questions, s'il y en a, mais ce que j'espère et je souhaite. Voilà. Et donc, Kerensky se réfugie auprès des Américains. Comme il sait que sa peau peut être en jeu, parce que les bolcheviks ne plaisantent pas, il demande d'être exfiltré, comme on dit en jargon moderne en France. Il monte dans un véhicule militaire américain avec un grand drapeau américain, habillé d'un uniforme américain. C'est glorieux pour le numéro 1 de la Révolution de mars 1917, et il prend la fuite lamentablement, en demandant au chauffeur d'accélérer, accélérer, accélérer. Plus loin je suis de Pétrograd, mieux ça vaudra. Voilà comment s'est effondrée la démocratie russe en 1917. Après quoi, il y a des gens qui s'étonnent qu'il y a eu un régime totalitaire aussi longtemps par la suite. Bon, c'était une punition terrible pour ceux qui n'avaient pas compris qu'il y a quand même des choses à respecter quand on veut être quelqu'un digne du mot de politique. Voilà. Ben, c'est un mot, un politicien est aujourd'hui très galvaudé, y compris dans un pays qui s'appelle la France. Bon, voilà, donc il y a eu le coup d'État. Et en quelques jours, à la stupéfaction générale, les bolcheviks, que tout le monde, dans toute l'Europe, dans le monde entier, prend pour des farceurs, sauront petit à petit prendre tous les leviers de commande. Mais vous me dites, mais vous avez parlé de Trotsky. Vous avez dit qu'en réalité, il a failli faire échouer le complot parce que les gens sont sortis des cavernes à des heures différentes, parce qu'ils se sont bousculés ayant des mêmes ordres pour occuper les mêmes positions. Ils ont failli en venir aux mains, mais vous ne nous dites pas ce qui est arrivé à Trotsky. Ah ben si, il est devenu ministre. Il est devenu ministre des Affaires étrangères, ce qui n'était pas rien, parce que Lénine a jugé plus prudent de le ménager à ce moment-là, puisqu'il avait quand même des hommes en armes avec lui. Mais vous devriez me dire, mais au fait, et Staline, qu'est-ce qu'il faisait pendant ce temps-là? Alors vous fatiguez pas, il ne faisait rien. Personne ne sait encore aujourd'hui ce qu'il a fait pendant le coup d'État de novembre 1917. Et ça explique la suite.
Un beau jour, les trotskistes seront massacrés en Union soviétique, accusés d'être des agents de l'étranger, etc. C'était le moment de régler les comptes pour l'affaire de novembre 1917. Hein? Trotsky faisait un coup d'État pour éliminer Lénine, en réalité. Lénine a été obligé de lui pardonner, entre guillemets. Mais ceci est une autre histoire. Pourquoi il ne l'a pas fait condamner même par contumace? Il l'a fait condamner à mort par contumace. Mais ça n'a pas été évoqué au complot. Parce que le génial Staline, tout le monde se sera dit, mais au fait, qu'est-ce qu'il faisait lui au même moment? Personne ne sait ce que Staline a fait. Il avait disparu complètement. Homme prudent, il s'était mis à l'abri. Il est réapparu juste au moment où il a lu sur le nouveau journal officiel, la Pravda, comme le dernier des noms, et le dernier des noms des ministres, il a vu qu'il était commissaire du peuple aux nationalités. Alors là, il est réapparu. Il avait disparu. C'était un homme prudent. Est-ce qu'il se doutait qu'il y avait deux complots parallèles qui risquaient de tourner à la catastrophe? Est-ce qu'il y avait autre chose? On ne le sait jamais. C'est un mystère des événements de novembre 1917. Il y en a. Celui-là est pas mal. Mais personne n'a, aucun historien en Union soviétique n'a osé s'y intéresser. Je dirais même qu'aujourd'hui, le sujet reste tabou pour pas mal de raisons. Voilà. Donc, Staline est passé à travers les gouttes de pluie sans être mouillé, et il a quand même profité de la pluie bienfaisante de novembre avec les titres de ministre. Voilà. Donc, il y a eu en fait deux complots qui sont trop longs à vous expliquer, et il faudrait dire à tel endroit il y avait telle chose, etc. Mais je vous signale qu'il faut vraiment chercher bien pour trouver des historiens qui se sont intéressés à ce qui allait prendre une grande signification quelques années plus tard et dessiner des destins de l'Union soviétique. D'ailleurs, le destin, je vous le dis tout de suite, si Trotsky avait, aux yeux de Lénine, était suffisamment recommandable, et s'il avait été désigné comme successeur de Staline, nous aurions eu la guerre mondiale dès le début des années 30. Trotsky voulait la guerre à tous les pays de la Terre au nom de l'internationale communiste. Il voulait commencer la guerre en Chine, il voulait la commencer en Europe, en Allemagne très précisément. Il a poussé à des insurrections stupides le Parti communiste allemand qui ont été écrasés dans des bains de sang à Hambourg et ailleurs, et chef d'État, il aurait poussé à la guerre mondiale avec l'armée soviétique de Tukhachevski, du maréchal Tukhachevski. Bon, mais il n'a pas eu cette occasion parce qu'il est rentré en conflit avec Staline, comme chacun sait, et ça s'est mal terminé pour ses partisans et pour lui. Bon, voilà. Donc, on a échappé à une guerre au nom de la Troisième Internationale, à une guerre mondiale, ce qui ne nous a pas empêché de tomber dans une autre. Bon, voilà. Donc, pourquoi j'insiste sur le mot coup d'État, au risque de passer pour un radoteur? Parce qu'une révolution est une révolution. France 1789, France 1830, France 1848. Je pourrais continuer parce qu'il y en a eu d'autres, avant et après. Le peuple est dans la rue. Personne n'a vu le peuple dans la rue à Pétrograd en novembre 1917. Pas même quand les bolcheviks ont gagné. Les gens ne sont pas descendus dans la rue. Les bolcheviks n'étaient pas assez nombreux pour fêter leur victoire au milieu d'élan populaire. Vous voyez, ils ne pouvaient pas montrer assez de monde pour que, de toute façon, toute la quasi-totalité de la population de ce qui allait devenir Leningrad leur était hostile. Voilà. Excusez-moi peut-être d'avoir été trop long. La parole est à vous. Question. Tu aurais pu peut-être préciser.